Dans l'idéal, quand on aborde cette question de ce qui ne tourne pas rond dans l'école, il faudrait commencer par se demander ce qui fait de l'école un objet de déception structurelle dans nos sociétés, ce qui permettrait d'écarter les raisons permanentes de frustration à son égard, des raisons spécifiques qui sont celles dont nous aurions en pratique intérêt à discuter. L'école est probablement, de toutes les institutions des démocraties, celle qui est investie le plus d'attentes. Et je dirais d'autant plus aujourd'hui, en raison de l'effacement de l'horizon d'une transformation radicale qui aurait établi la justice sociale, pour le dire aussi simplement que possible, l'école joue un rôle substitutif. Elle est le seul instrument, au fond, d'action pour transformer nos sociétés en direction de l'avenir qui nous reste. Elle est de surcroît l'instrument rêvé pour la satisfaction de cette autre demande devenue fondamentale dans nos sociétés depuis une date assez récente, en fait, par rapport à la longue histoire de l'école, qui est l'épanouissement des individus. Puisque c'est par l'école d'abord qu'on devient un individu, qu'on acquiert les moyens d'évoluer dans une société d'individus. Au regard de ces, sans parler de toutes les autres demandes, celle d'égalité dont parlait François Dubé, celle de citoyenneté et d'éducation à une citoyenneté qui permettrait un meilleur fonctionnement démocratique, l'école est une institution surinvestie d'attentes au regard desquelles, évidemment, ces réalisations sont toujours très inférieures, ne serait-ce que parce que nous savons bien que l'élévation du niveau scolaire d'une population est un travail de très longue haleine qui se déroule dans un temps long, nous y reviendrons probablement, au regard duquel les mesures immédiates que les politiques scolaires peuvent faire n'ont qu'un effet cosmétique. Voilà. Donc, il faut bien, c'est sur ce fond qu'il faut situer tout diagnostic des malaises de l'école. Il y en a un qui est incurable, si je puis dire. Jamais aucune société démocratique ne sera satisfaite de son école. C'est pas possible. Cela dit, il y a d'autres raisons, mais alors justement des raisons spécifiques que cet arrière-fond nous permet de spécifier, qui nous permet de dégager plus clairement. Bien évidemment qu'il faut resituer les choses dans une perspective historique. Nous avons là un problème qui a évolué dans la mesure où, tout simplement, l'idéal de l'école démocratique, longtemps brandi par les réformateurs de l'institution, l'a dans une certaine mesure emporté depuis 1945, progressivement, sous la forme de ce qu'on appelle la massification. Aujourd'hui, quand on parle de massification, on ne réfléchit pas assez qu'il s'agit d'une des réalisations démocratiques majeures des 50 dernières années, après tout. C'était bien un idéal qu'on se proposait. La réalité, prévisiblement, n'a pas été conforme aux attentes. Il y a eu toutes sortes de questions qu'on ne soupçonnait pas qui sont apparues. Pendant très longtemps, le grand débat par rapport à ce phénomène de massification et l'école démocratique succédant à l'école républicaine, le grand débat était celui des méthodes pédagogiques. Inadéquation des méthodes traditionnelles et, dans la période récente, dévoiement des méthodes nouvelles. Ça a été les deux grandes phases de cette discussion. Je crois que nous sommes au-delà et qu'il faut aujourd'hui porter un diagnostic plus singulier. Nous sommes dans un nouveau moment du problème où ces querelles pédagogiques me semblent largement derrière nous et où nous avons affaire à une donne inédite, très difficile à cerner, qui nourrit un malaise nouveau que nous avons d'ailleurs de la peine à identifier dans son détail, mais qui me semble pouvoir se résumer autour de 2 points. Premier point, les conditions d'un enseignement efficace ne sont pas au rendez-vous. Deuxième point,
l'enseignement manque sa cible ou passe à côté de ce qui devrait être son véritable objectif, s'agissant de ce qu'il convient d'apprendre à l'école ou de ce qu'il est absolument indispensable d'acquérir dans une école qui forme le socle de la formation des individus et des citoyens. Voilà. Ce sont ces deux points à propos desquels je voudrais apporter quelques éclairages, évidemment beaucoup trop rapides et superficiels, mais au moins situer la discussion que nous pourrons avoir dans des termes clairs. Quand je parle des conditions d'un enseignement efficace, il va de soi que ces conditions sont multiples. Elles concernent aussi bien, la disposition des élèves à apprendre, et je ne parle pas de leur disposition individuelle, qui sont aussi variables que les individus sont singuliers, mais je parle de leur attitude vis-à-vis des apprentissages scolaires. Elles concernent, autrement dit, leur aptitude élémentaire à se conduire en élève, tout simplement. En manifestant un minimum d'attention, par exemple, bon exemple. Les enseignants en savent quelque chose. Cela veut dire aussi, parmi ces conditions, que le fonctionnement des institutions scolaires sont en jeu. Cela veut dire aussi bien que les attentes de la société globale, son image du savoir, ces représentations spontanées de ce qu'est le métier d'enseignant, font problème. On pourrait dire, à beaucoup d'égards, me semble-t-il, que l'école est aujourd'hui une institution isolée dans la société, à laquelle on le demande énormément, mais ça c'est normal, si je puis dire, tout en lui refusant les moyens de sa mission. Moyens éventuellement matériels, mais surtout institutionnels. Cela se traduit par le malaise enseignant qu'évoquait François Dubé, qui me paraît tenir pour une part essentielle au fait qu'ils se sentent seuls au front et qu'ils savent, ils sont placés pour savoir qu'ils ne peuvent compter à peu près sur personne. Ce qui est une donnée tout à fait nouvelle. Toutes les évidences sur lesquelles nous nous reposions et continuons largement de nous reposer, ont craqué quand on y regarde de près. Pas question ici d'un examen systématique, mais juste quelques points saillants. Nous ne pourrons pas couper sur ce terrain, en particulier, à un examen de ce qu'est la famille d'aujourd'hui. Famille d'aujourd'hui qui est la principale demandeuse vis-à-vis de l'école, qui a des rapports étroits, mais des rapports devenus, à l'institution scolaire, devenus hautement problématiques. C'est là, je crois, une question prioritaire, même si elle n'est pas populaire. Il suffit d'évoquer cette question devant de hauts responsables de l'éducation nationale pour les voir blêmir et essayer très vite de passer à autre chose. Et on comprend bien pourquoi. Il y a longtemps, à la vérité, un bon moment, et on pourrait faire la généalogie de cette observation, qu'on a repéré le caractère contradictoire de la demande des familles à l'égard de l'école. Mais il me semble que cette contradiction a évolué dans le sens, pas forcément d'une aggravation, mais d'un déplacement qui la rend extrêmement difficile à gérer. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les parents demandent, d'ailleurs tout à fait légitimement, à l'école de réunir les conditions de la réussite de leurs enfants, fût-ce au prix de certains accommodements avec les règles, tout ça est bien connu. Mais quelque chose de nouveau s'est introduit, me semble-t-il, qui tient au fait que d'un côté, les familles demandent à l'école de faire ce qu'elles n'ont aucune envie de faire. C'est-à-dire la socialisation fondamentale. Sont-elles d'ailleurs encore capables de le faire? C'est une question dont on peut discuter. En même temps, de l'autre côté,
elles tendent à récuser l'institution comme institution. Là est la vraie nouveauté. Une institution, c'est-à-dire un système régi par des règles qui s'appliquent uniformément à tous. L'institution, c'est tout simplement l'impersonnalité institutionnelle. Eh bien, évidemment, il y a dans ce principe même de l'institution quelque chose qui heurte profondément un sens contemporain de la singularité individuelle dont les familles sont les porteuses électives vis-à-vis de leurs rejetons. Et la contestation du principe même d'une institution scolaire, la demande d'individualisation qui a des aspects pédagogiques parfaitement légitimes, mais qui par ailleurs déborde sur une demande d'un ordre complètement différent, qui n'est plus pédagogique, mais anthropologique en quelque sorte. Regarder chaque être pour lui-même dans ce qu'il a de singulier, ce qui est très bien dans l'absolu, mais n'est pas à la hauteur d'un traitement, ne peut pas être traité dans le cadre d'une institution par définition. On va chez le psychanalyste dans ce cas-là, mais certainement pas dans une institution dont l'impersonnalité est la règle. Évidemment que ces attitudes des familles sont extrêmement différenciées. Et c'est le point clé, car c'est là que se situe pour une part essentielle, sans minimiser le moins du monde les effets inégalitaires des pratiques institutionnelles, c'est là pour une part essentielle qu'est le creuset des nouvelles inégalités scolaires dans l'investissement familial sur les enfants en direction de l'institution scolaire. C'est une nouvelle problématique de la reproduction qui s'est installée, parce qu'on ne peut plus raisonner en termes de couches sociales ou de milieux sociaux, mais comme de bons travaux l'ont établi, en termes de style de parentalité. On peut être tout ce qu'il y a de bourgeois installé, établi, et se désintéresser totalement de la carrière scolaire de ses enfants, même si, en moyenne, la corrélation ira bien sûr dans le sens d'un style de parentalité adapté à l'institution scolaire dans les couches aisées. Mais les vrais triomphateurs du système scolaire actuel, c'est une donnée très intéressante, sont les enfants d'enseignants. Ça prouve au moins qu'ils savent enseigner. Et que si on leur en donnait des moyens plus optimaux, ils feraient bien aussi pour les autres enfants, aussi bien que pour les leurs. On ne pourra pas couper de la même façon, et j'en terminerai sur ce point, à un examen de ce que veut dire savoir dans la société d'aujourd'hui, bien au-delà de l'école, et de ce que veut dire acquérir des compétences. Par exemple, pour employer un terme objet de discussion brûlante, quid de l'appétit de connaissance dans la dite société de la connaissance? Je crois que quelque chose a radicalement changé ici avec des incidences massives. J'aurais voulu introduire ici un petit développement, mais je le laisse de côté, sur, en pratique, un énorme problème de l'école d'aujourd'hui qui est l'échec différentiel des filles et des garçons. On n'en parle pas. Mais qui échoue massivement à l'école aujourd'hui? Pas tout le monde. Et pas simplement les riches, les pauvres, hein. Les garçons, les jeunes garçons. Voilà. Là, une question qui me semble montrer combien il faut déplacer notre regard sur des phénomènes très spécifiques qui échappent aux catégorisations sociales trop larges et ne permettent pas de saisir ces enjeux en quelque sorte anthropologiques autour desquels tourne la difficulté scolaire aujourd'hui. Alors, j'en viens très vite à mon deuxième point. Je vous le disais, le malaise de l'école me semble tenir pour une part importante à un brouillage de ses objectifs, à une incertitude sur la cible qu'elle doit se proposer, et au sentiment répandu, donc très répandu même dans l'institution, qu'elle passe à côté de ce qu'elle devrait faire. Que convient-il vraiment d'acquérir à ce niveau élémentaire? Qu'est-ce qui est primordial? Je crois qu'à cet égard, le débat classique et vénérable
entre tête bien pleine et tête bien faite, ou entre, plus récemment, compréhension et mémorisation, je crois que ce débat classique est dépassé. Il s'agit de développer dans l'enseignement de base les aptitudes vraiment fondamentales, celles dont l'acquisition conditionne toutes les autres. Et de ce point de vue, on peut dire, en tendance, l'école d'aujourd'hui vise à côté, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'examiner. Les enseignants s'en rendent compte et en sont profondément malheureux, avec une plainte que vous connaissez. Au fond, quelle est l'aptitude vraiment fondamentale ? On peut le dire très simplement. L'emploi du langage. La maîtrise de l'expression. Et si l'on veut sophistiquer un peu davantage le propos, je dirais le maniement de la logique naturelle, celle qui est incorporée dans n'importe quelle des phrases que nous employons. La logique du récit, par exemple. Il n'y a pas de grammaire logiquement plus impérieuse que celle d'un récit. Apprendre à raconter, c'est faire un exercice de logique qui n'a pas besoin d'abstraction pour être extrêmement rigoureux et exigeant. La logique naturelle, celle qui conditionne aussi bien le repérage dans l'espace, qui passe par les mots, que le repérage dans le temps ou l'accès à l'abstraction. De ce point de vue, les vieux débats entre littéraire et scientifique et entre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie sont en dehors du sujet. Il y a une zone commune avant ces partages qui relèvent de formes culturelles élaborées. Au fond, l'objet de l'école et ce qu'elle satisfait mal dans les conditions de son fonctionnement actuel, c'est tout simplement apprendre à parler. Et apprendre à parler voulant dire, pour nous autres, apprendre à écrire. Parce que parler, dans nos sociétés, c'est parler une parole qui est sous le contrôle de la discipline écrite. Apprendre à parler, parce que, pour autant qu'apprendre à parler, c'est apprendre à penser dans la forme primordiale de la pensée qui consiste à savoir ce qu'on dit et comprendre ce que votre interlocuteur veut vous communiquer. Je crois que c'est là où nous arrivons par une évolution historique à un dénudement de ce qui est l'objet premier d'un enseignement auquel, peut-être par une sophistication excessive des objectifs, un empilement de demandes plus ou moins cohérentes, nous avons oublié en route. Jamais l'école n'a eu cet objectif. Il était l'implicite de ce qu'elle faisait par ailleurs plus ou moins bien. Mais aujourd'hui, l'évolution des choses nous oblige à penser que c'est là que ça se passe et que c'est là que l'école défaille par rapport à une mission vraiment essentielle.